Pascal Cazotte est écrivain et historien, spécialiste du Premier Empire et de la période médiévale, mais aussi un amoureux de la langue française. Cela fait également plus de 30 ans qu'il s'intéresse à la cryptozoologie, à l'ufologie, aux anciennes civilisations, aux cathares, aux templiers, et ainsi qu'au symbolisme médiéval. La gnose, l'alchimie et le paranormal en général sont pour lui d'autres sujets de prédilection. Il se définit lui-même comme un historien des mystères de notre monde. Bonjour à tous, nous sommes à Villefranche-de-Rouergue, au pied de la collégiale, où nous avons rendez-vous aujourd'hui avec un de nos conférenciers pour les rencontres de l'inconnu, Pascal Cazotte. Pascal Cazotte va nous permettre de rentrer à l'intérieur de cette magnifique collégiale et nous faire découvrir quelque chose d'assez surprenant. Je vous en laisse le mystère, je ne vous en dis pas plus. C'est du 15e, c'est ça celui qu'il avait fait. Donc là, Pascal, tu vas nous montrer une particularité, quelque chose que tu as découvert ici. Oui, sur une miséricorde. Bon, là, c'est ce qu'on appelle des stalles, hein. C'est là où les religieux s'installaient. Et la miséricorde, tu vois, c'est un rebord. Ça permettait de s'appuyer, hein, D'accord. et tout en faisant croire qu'on était en position debout, mais en même temps, on se reposait. Hein. D'accord. Ça permettait comme ça de rester des heures entières. C'est la spécificité du miséricorde. D'ailleurs, tu vois, ça se rabat après. D'accord. Ça sert de siège. Ok. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une miséricorde. Hein. Et alors, la particularité de cette miséricorde... La présence de cet homme sauvage velu. D'accord. Alors, je vais me rapprocher pour qu'on puisse bien voir à la caméra. Voilà. Donc tu remarqueras la pilosité sur tout le corps. C'est D'accord. vraiment un homme sauvage. Et il avait une sorte de massue là dans une main. On les représentait généralement comme ça. Alors, face à cet homme sauvage velu, nous apercevons le corps d'une femme. Exactement, mais décapité. Décapitée, absolument. Et en fait, elle a perdu la tête. Alors, a-t-elle été, voilà, à l'origine, selon toi, lors de la conception de la stalle, cette femme était entière, elle a été en... Oui, d'accord. Tout à fait. C'est après, au fil des ans, que ça a dû s'abîmer, voilà. Mais par contre, alors j'avais cru au tout début que c'était peut-être un couple d'ailleurs, mais tu remarqueras, il n'y a pas la pilosité sur le corps de la femme qu'on voit sur l'homme. Donc à mon avis, c'était plutôt une femme qui l'avait enlevé. D'accord. Tout à fait. Donc, alors, selon toi, la tradition des hommes velus et la représentation des hommes velus remonte à quand? On a représenté, je pense déjà à partir du XIIIe siècle. C'était pas courant bien sûr, mais dans les églises, on avait parfois des représentations d'hommes sauvages velus. Et il y en a par exemple en Bretagne, dans des églises de Bretagne, dans des cathédrales même. Hein. Et la dernière date que j'ai découverte, c'est dans l'église de l'Aïole, hein, en Aubrac, où là, tu as carrément une sculpture en pierre qui représente un homme sauvage velu. D'accord. Mais c'est un joli cadeau que tu fais à nos spectateurs, là, parce que c'est une belle découverte. Rares sont les visiteurs de la collégiale qui peuvent voir cette chose, parce que j'imagine que les guides passent peut-être à côté. C'est ce que je crois aussi. Quoique maintenant, ce ne sera plus le cas, parce que j'ai été contacté par un guide conférencier qui a voulu que je lui explique un peu le symbolisme des miséricordes. Donc maintenant, il est au courant, il sait. D'accord. Voilà. Super. Mais il faut savoir, par contre, c'est, à partir du XIIIe siècle, et surtout au XIVe, XVe siècle, que l'Église s'est acharnée sur ces hommes sauvages velus, qui étaient vraisemblablement des néandertaliens reliques. Alors comme ils n'avaient pas le langage articulé, ils les prenaient pour des démons, ils avaient beau les torturer, il y avait, à part leurs cris, il n'y avait pas un mot qui sortait, et ces gens-là finissaient, si ce sont des néandertaliens, donc ces créatures finissaient systématiquement sur le bûcher. D'accord. Ça a été un véritable massacre, hein, surtout à partir du XIVe siècle, là, ça a été quelque chose de terrible. Mais ça veut dire aussi qu'il y avait des communautés omniprésentes encore de ces hommes sauvages velus qui étaient sans doute, hein, je dis bien sans doute, des néandertaliens reliques. Bonsoir Pascal, ravi de te retrouver en studio, je dirais, puisque nous avons eu 2 tentatives d'enregistrement en extérieur au pied de la collégiale de Villefranche, mais pour des raisons qui étaient un peu mystérieuses, le son n'a pas fonctionné, donc j'espère que ce soir tout se passera bien et on va recommencer cette petite phase de l'enregistrement que nous n'avions pas pu avoir. Donc je t'avais posé une question pour nos amis qui ne te connaîtraient pas. Qui es-tu, Pascal Cazotte? Bien écoute, je suis écrivain avant tout, je suis également historien,
Je suis spécialiste de la période du Premier Empire. Je m'intéresse également à la période médiévale, plus particulièrement aux Cathares et aux Templiers, bien sûr, avec tout le côté mystérieux que cela implique. Et puis, bien sûr, j'ai beaucoup d'autres passions. Je m'intéresse au paranormal, à l'ufologie, à la cryptozoologie, sera d'ailleurs le sujet de la conférence que je donnerai lors du festival de Cajar, et à bien d'autres domaines encore. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que tu vas nous parler de cryptozoologie. Alors, pourrais-tu déjà définir pour les personnes qui entendraient ce mot pour la première fois ce qu'est la cryptozoologie? Eh bien, la cryptozoologie s'est formée à partir de deux mots. Alors, il y a le mot zoologie que tout le monde connaît naturellement, et il y a aussi le mot crypto qui vient du grec cryptos, qui signifie caché. Donc, la cryptozoologie, c'est tout simplement la science des animaux cachés. Voilà. D'accord. Alors, pour aller un petit peu plus loin, tu as intitulé ta conférence. Alors, c'était une présentation de la cryptozoologie que je vais faire, enfin de quelques cryptides, et je vais développer surtout les HSV. Alors, les Alors, HSV, justement, voilà. parlons-en, parce que quand j'ai vu le titre de ta conférence, je suis allé sur Wikipédia, qui donne réponse à tout, et quand j'ai tapé HSV, j'ai eu le virus de l'herpès simplex. C'est pas de ça dont tu vas nous parler. Du tout. Les HSV, c'est hommes sauvages velus. Voilà. Hein, ce sont Effectivement. des hominidés inconnus et voilà. Mais c'est très intéressant, c'est passionnant hein, comme sujet. Alors, l'idée d'étudier les hommes sauvages velus t'est venue comment, Pascal? Bah, c'est-à-dire, je les ai découverts quand je me suis intéressé en fait à la cryptozoologie. Ça fait partie, c'est on va dire, des domaines, enfin une des branches ou un des domaines d'études de la cryptozoologie. Hein. Alors, la cryptozoologie va s'intéresser essentiellement à trois catégories de cryptides. Alors, il y a d'abord des créatures complètement inconnues. Alors, dedans, on va classer par exemple le Bigfoot, hein, que tout le monde connaît, enfin j'espère quand même. Hein, c'est un hominidé sauvage, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et c'est aux États-Unis surtout qu'on en rencontre, et également au Canada, la partie de la Colombie-Britannique. Alors, la cryptozoologie, pardon, va s'intéresser également à des espèces qui sont censées avoir disparu il y a très longtemps et qui auraient survécu jusqu'à notre époque moderne. Je pense notamment au sélacanthe, le sélacanthe enfin qui est un poisson, puisqu'on en a retrouvé, on en pêche encore à l'heure actuelle, le sélacanthe, si tu veux, qui vivait au Crétacé, qui a disparu il y a 50 millions d'années. Et dans les années 30, on a pêché au large de l'Afrique du Sud déjà un premier spécimen de sélacanthe bien vivant. Donc il avait traversé, tu imagines, un temps considérable pour parvenir jusqu'à nous. Et ça peut aussi concerner la cryptozoologie des êtres mythiques, bien sûr, comme je pense notamment aux serpents de mer, et également des créatures qui ont des dimensions tout à fait incroyables pour l'espèce considérée. Alors, je pense par exemple au calmar, le calmar géant. Il faut savoir qu'on a retrouvé des cachalots qui présentaient sur leur corps des empreintes de ventouses de calmar et ces ventouses mesuraient 45 centimètres de diamètre. Ce qui C'est signifie qu'ils ont eu, qu'ils ont eu affaire, qu'ils ont été attaqués par des calmars géants qui mesuraient 45 mètres de long avec des tentacules de 15 mètres de long, grosses comme des baobabs. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Et selon toi, ces calamars géants existent toujours aujourd'hui ou Ah sont... oui, ah oui, Oui, absolument, tout à fait. Hein. Mais à mon avis, ils doivent habiter dans les profondeurs abyssales et voilà. d'accord. Ben, tout ça est vraiment passionnant. On a hâte de découvrir ta conférence donc, sur cette première édition des rencontres de l'inconnu. Et alors, autrement, dans ton actualité, Pascal, de nouveaux livres, parce que je sais que j'en ai lu quelques-uns que tu as commis, notamment tes Aveyronais préférés, je pense à Denis Puech Hmm. et Emma Calvet, donc Le sculpteur et la cantatrice, un bouquin que j'ai lu dans une nuit d'insomnie, j'ai pas pu le lâcher. Et puis, je me souviens aussi d'un ouvrage sur l'empereur où tu parles en 10 chapitres de sujets différents qui sont tous
plus passionnants les uns que les autres. Et notamment, moi, j'ai été marqué dans cet ouvrage-là, entre autres, par l'histoire de la naissance de la Légion d'honneur, en fait. Ah d'accord, très bien. Voilà. Enfin, tu fais référence là à mon ouvrage sur les chroniques napoléoniennes. Voilà, Exactement, tout qui à est fait. paru pour le bicentenaire de la Mhm. mort de Napoléon, en fait, Tout hein. à fait, absolument, Voilà. oui, oui. Mhm. Alors, ton actualité littéraire, qu'est-ce que tu vas prochainement nous proposer? Eh bien, écoute, euh, là, il va sortir un ouvrage sur une race de chiens. Alors, c'est sur le Saint-Bernard, sur l'histoire du Saint-Bernard, hein. Après le Patou, le Saint-Bernard, alors. Voilà, tout à fait. Là, ça va sortir au mois de mars, normalement. Et au mois de septembre, j'ai un ouvrage qui sort sur Fabre, l'entomologiste, Ah oui, Jean-Henri Fabre. Voilà. voilà, dont le musée est pas très très loin de chez toi, puisqu'on a un musée Ah ben, extraordinaire. Micropolis. Voilà, Micropolis, voilà. Voilà, qui se trouve à Saint-Léon. Saint-Léon, c'est là où est né Jean-Henri Fabre. Voilà, tout à D'accord. fait. Ah oui. Et c'était un savant extraordinaire, donc un Aveyronais, un Rouergat d'origine. Et j'aime bien mettre à l'honneur donc les personnages de ma région. Voilà. Bon, bah écoute, viens avec des bouquins parce que je pense qu'il y a des lecteurs dans la salle qui seront aussi contents de pouvoir repartir avec une Hmm. dédicace de Pascal Cazotte. Bah, écoute, je verrai ce que je peux apporter. Ça Pas de marche. souci. Eh ben, merci Pascal pour cet entretien et puis au plaisir de te retrouver au mois de mai en live sur les rencontres de l'inconnu. Eh bien, Christophe, pareillement, hein, au plaisir de te retrouver sur place à Cajar au mois de mai. Voilà. Merci.